pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de tout ça. J'avoue que j'ai pas du tout par contre représenté le principe. Ok, oui, il est nouveau aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que c'est que le Hélène Quiz? C'est un quiz avec des questions qui vont apparaître à l'écran. Ça va apparaître devant vous sur le live. Je prends une question au hasard, par exemple, le Bitcoin est-il une monnaie? Puisqu'on en parlait avec Nicolas Dufresne. Vous allez avoir plusieurs propositions. Donc oui, non, peut-être, ne sais pas. Ou parfois, vous allez devoir écrire la question, la réponse en entier. Donc ça dépendra. Et en fait, vous allez gagner des points à chaque fois que vous allez mettre des bonnes réponses. En plus de devoir mettre une bonne réponse, plus vous êtes rapide à répondre, plus vous allez marquer de points. Donc je ne sais plus c'est quoi les points exacts, mais par exemple, le premier il va gagner 100 points, le deuxième 90, 80 et ainsi de suite. Donc l'objectif c'est de répondre vite, mais surtout aussi de répondre correctement pour engranger un maximum de points. Après chaque question, on pourra avoir le classement, et à la fin des 35 questions, nous aurons donc un podium avec 3 personnes qui auront gagné plus de points que les autres et qui se verront remporter des Satoshi. Pour répondre aux questions, vous avez le lien qui est dans le chat, vous vous inscrivez avec, et en fait à chaque fois qu'une question apparaîtra sur le stream, vous aurez les réponses qui apparaîtront sur votre écran, de PC, de téléphone, en fonction de avec quoi vous vous connectez. Et donc du coup vous aurez juste à taper pour répondre à vos questions. Donc tenez-vous prêts, je vais lancer. Alors, quel pays va, c'est pas va, mais a érigé une statue en l'honneur de Satoshi Nakamoto? Est-ce que c'est la Hongrie, le Japon, les États-Unis ou la France? Ouais, c'est A. Je sais pas pourquoi j'écris va, c'est A érigé. C'est déjà fait, évidemment. Yes, c'est bien la Hongrie qui a érigé du coup une statue en l'honneur de Satoshi Nakamoto. Et donc là, pour les nouveaux, alors là j'ai un pseudo invisible. Ah, Loulou, si je passe dessus. Donc là, par exemple, on voit que Lounès a été le premier à répondre en 2 secondes 77, suivi de Bézantia, suivi de Village de Konoha. Donc voilà, donc là on peut voir un petit peu ce que tout le monde a répondu ou pas, et le classement général. Et pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, il y a une statue qui a été érigée, voilà, celle-ci, qui a été érigée en Hongrie en l'honneur de Satoshi Nakamoto, du coup. Vous en pensez quoi de la statue? Eh ben, à vrai dire, je sais pas. Je pense qu'elle a été pas si mal faite que ça, personnellement. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'ont pas essayé de donner trop de traits à la statue, entre guillemets. Sachant que Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est, donc ça j'aime bien. Sur le symbole. Je parle pas de l'esthétisme, mais oui. Ah, sur le fait que... Ah, vénérer Satoshi. Ok. Personnellement, je sais pas, Lounès, tu sais, je crois que c'est impossible de faire en sorte que Bitcoin ou Satoshi, en général, ne soit pas religieusement suivi, en fait. On le sait très bien que c'est vu comme un culte et que les adorateurs de Bitcoin sont vraiment très très engagés par rapport à ça. Du coup, je suis d'accord avec toi que ça fasse bizarre qu'on puisse vénérer quelque chose, mais en même temps, c'est la logique de ce que les gens font, quoi. Bitcoin, oui, mais pas forcément Satoshi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je trouve que c'est quand même chouette de se souvenir que Satoshi Nakamoto est derrière tout ça, même si il s'est retiré du projet. Son but, c'est de rester anonyme. J'espère que le peu de personnes qui savent qui c'est, s'il y en a qui le savent, se tairont à jamais et préserveront cet anonymat. Ça fait la force de Bitcoin, l'anonymat de Satoshi Nakamoto. Ça, faut en avoir conscience, c'est important. Mais voilà, après, bon, voilà, se souvenir que Satoshi existait, sans qu'on cherche à savoir qui c'est, pourquoi pas. Et c'est ce que j'aimais bien dans ces statues-là, c'est que finalement, elle était sobre. Vous voyez ici, il y a juste écrit Satoshi Nakamoto, rien de plus. On n'a aucune indication de qui ça peut être, voilà. Donc ça, j'aime bien. Question d'après, soyez prêts. Comment se nomme le forum très actif dans les premières années de Bitcoin où Satoshi a souvent été aperçu? Justement, dans les débuts, quand Satoshi discutait énormément avec la communauté, c'était sur quel forum qu'il était. Donc là, on monte vraiment aux premières années pour le coup de Bitcoin. Et donc c'est bien sur Bitcoin Talk hein, qu'on a aperçu Satoshi dans les premiers temps. Et d'ailleurs,
Bitcoin Talk qui est resté le forum, enfin un des forums les plus importants en anglais. Et vraiment pendant très très longtemps, ça a toujours été le plus gros. Aujourd'hui, je sais pas s'il est encore beaucoup utilisé, parce que j'ai l'impression que les gens se détachent de plus en plus du fonctionnement des forums. Mais il faut savoir que tout le monde se retrouvait là-bas. À chaque lancement de projet, vous étiez sûr de trouver un sujet sur Bitcoin Talk. Les principaux acteurs de Bitcoin étaient présents aussi sur le forum pour échanger entre eux. Donc voilà. C'est celui où il y a le thread sur le gars qui a acheté une pizza à 20 000 bitcoins. Oui, exactement, Lampa. C'est celui sur lequel donc, il y a le thread du gars qui a acheté une pizza à 20 000. C'est aussi sur Bitcoin Talk, si je ne me trompe pas, que vous avez le sujet de la personne qui a écrit hodl au lieu de hold, parce qu'il était bourré. Et depuis la faute d'orthographe, le hold qui est devenu un hodl est resté, et tout le monde dit hodl pour le fait de conserver ses bitcoins. Donc vraiment beaucoup d'événements mythiques, entre guillemets, de l'histoire de Bitcoin se sont passés sur sur Bitcoin Talk. Allez, c'est reparti, je relance. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Qui est cette personne qui a fait la promotion du Bitcoin il y a quelques années? Emmanuel Macron, Franck Ribéry, Joule ou Nabila? Franchement, l'histoire du Bitcoin, c'est des choses à connaître. Et donc c'est Nabila qui avait fait la promotion Histoire Bitcoin. Eh ben exactement, ça fait partie de l'histoire du Bitcoin. Donc c'est bien Nabila qui avait fait ça. Je sais pas si les autres ont discuté ou pas de Bitcoin, je dis pas que les autres n'ont pas discuté, mais il faut savoir que c'est Nabila qui avait dit ça. Vous voyez les yeux fermés. Hop, je vous ai gardé l'extrait. Les chéris, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du Bitcoin, genre c'est cette sorte de nouvelle monnaie virtuelle et en fait je connais l'une des filles qui travaille avec un trader qui sont à fond dans le Bitcoin. C'est un peu la nouvelle monnaie, genre la monnaie du futur et donc en fait je trouve que c'est assez bien. Et comme en ce moment genre c'est grave en train de se développer, ils ont créé un site, je vais vous mettre juste en dessous, vous faites glisser comme d'habitude. En fait ça vous permet d'apprendre en fait à utiliser le Bitcoin. Voilà, enfin je pense que c'est le moment, ça commence à peine à se développer et je pense que c'est le moment de s'y intéresser un petit peu. Et, ce qui est vraiment bien, c'est que vous allez sur la page Facebook parce que je trouve qu'elle est vachement complète. Si ça vous intéresse de débuter là-dedans, je trouve que c'est plutôt cool. C'est vraiment sûr, c'est vraiment cool et si ça vous intéresse, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est bien Nabila qui avait parlé de ça à ce moment-là. Allez, question d'après, c'est parti. Alors, Bitcoin est... C'est pas tout à fait de l'histoire, mais pour moi c'est important cette question-là. Pseudonyme ou anonyme? Et pour moi c'est quelque chose qui est important parce que donc, Bitcoin est bien pseudonyme et non pas anonyme comme on peut l'entendre souvent. Et pourquoi est-ce que c'est important? Je suis sûr, c'est la faute de la connexion, je crée injustice. Et ce qui est important derrière ça, c'est qu'on a souvent décrit Bitcoin comme étant anonyme et on en a profité pour pouvoir justement critiquer Bitcoin sur le fait que ce soit, comment dire, une monnaie terroriste et ainsi de suite, que ce soit utilisé pour blanchir de l'argent, etc., etc. C'est vraiment des arguments qui reviennent tout le temps, depuis des années et des années. Alors il faut bien avoir conscience que Bitcoin n'est pas anonyme, il est pseudonyme, ce qui veut dire que si à un moment on peut rattacher un nom sur une adresse, alors on pourra retracer tout ce qui s'est passé. Donc voilà, donc la différence entre anonyme et pseudonyme est vraiment importante à avoir. D'où l'importance d'utiliser une nouvelle adresse pour chaque transaction. Exactement, c'est important d'utiliser une nouvelle adresse pour chacune de vos transactions. Après ça, je sais que c'est quelque chose que peu de gens ont conscience et que peu de gens du coup vont le faire. Mais ce qui est surtout intéressant, ce serait que les wallets le fassent de eux-mêmes, à proposer justement de ne pas avoir de réutilisation d'adresse, parce que du coup c'est là où vous perdez de plus en plus en anonymat. Donc pour le coup en fait la seule chose que vous avez pour renforcer votre anonymat et pour tendre vers l'anonyme et non pas du pseudonyme,
c'est de vraiment, à chaque utilisation, avoir une adresse publique différente. Il faut savoir qu'à partir de votre clé privée, vous pouvez en avoir beaucoup hein, des adresses publiques, donc c'est pas un problème. Il n'y a pas besoin de réinstaller des wallets à chaque fois ou quoi que ce soit. Question d'après, c'est parti. À quand est estimée la création du dernier Bitcoin? Autour de 2140, autour de 2041, autour de 2410, où il n'y aura jamais de fin à la création du Bitcoin. Au top, merci, j'espère que tu vas bien et toi et tous les gens près d'ici. Ben moi ça va vraiment super, vraiment en grande forme. Et j'espère que pour toi aussi, Antoine. Et donc juste pour revenir quand même sur la question, hein, c'est bien autour de 2140 que les derniers bitcoins seront minés. Parce qu'on a bien une fin à tout cela. Et on peut déjà le prédire parce qu'on sait qu'on a environ un bloc toutes les 10 minutes. On sait au bout de combien de blocs on arrêtera le minage. Donc du coup on peut évaluer environ la date de fin. Allez c'est parti, j'ai relancé. Qui a reçu la première transaction Bitcoin? Et vous devez l'écrire en toutes lettres. Et là, c'est pas juste une question de rapidité, il faut avoir la bonne réponse exacte. Il y a quelques questions comme ça où vous devrez répondre exactement la bonne réponse avec la bonne orthographe. C'est des questions un peu plus complexes du coup, mais ça va permettre de voir ceux qui l'ont. Facile, évidemment que c'est facile, William. Et donc c'est bien Alfiné, hein. Je m'attendais pas à devoir écrire. Ah, Valentia, courage. Et donc, hein, c'est bien Alfiné pour le coup. Allez, c'est parti, question d'après. J'avoue que t'écris vachement vite. Qui est à l'origine du Bitcoin? Un consortium d'entreprises, la CIA, Satoshi Nakamoto ou Elon Musk? Objection. Qu'est-ce qu'il y a avec ton objection? Vas-y, réponds et fais-moi. Peut-être que Satoshi est la CIA. Alors là, c'est une question un peu plus détente après la question d'Alfiné. Ouais, évidemment, hein, Satoshi Nakamoto. Chose que je trouvais drôle, c'est que tout ce qu'on voit ici, c'est des propositions qui ont réellement été faites hein, pour dire qui était Satoshi Nakamoto, avec Elon Musk, avec la CIA, et avec aussi notamment un consortium d'entreprises. Alors ça, j'avais trouvé ça très drôle. Voilà, des gens qui se sont amusés à dire quand même que Satoshi Nakamoto, Satoshi, c'est Samsung plus, là vous avez bien le Sa de Samsung, le Toshi de Toshiba, le Naka de Nakamichi et le Moto de Motorola. Donc voilà. Des gens qui s'étaient amusés quand même à aller chercher très loin les choses. Donc je trouvais ça rigolo d'avoir une petite question là-dessus. Est-ce que vous êtes prêts? On est reparti, je relance. Alors, quelle est la date de publication du white paper au format jour, mois, année, comme dans l'exemple, par exemple 12-12-2012? Date de publication du white paper, est-ce que vous la connaissez? Et c'est le 31 octobre 2008 que le white paper a été publié. Oh là Oh là il y a une hécatombe sur cette question-là. C'est qui la seule personne qui a répondu correctement? Donc Y Elbam qui a été le seul à répondre correctement. 11 secondes. À recherche sur internet peut-être, mais en attendant c'est quand même le seul à avoir répondu correctement. Hein. Bon allez, on est reparti, question d'après. Combien de halvings Bitcoin connaîtra-t-il en tout? On est plus sur l'avenir que l'histoire de Bitcoin, mais en tout, combien y aura-t-il de halvings? D'ailleurs, j'ai mis une réponse, je suis en train de me dire que j'ai peut-être un doute là-dessus. Et donc, oui, c'est bien 32. Et en fait, si vous allez lire le code de Bitcoin, vous voyez qu'au bout de 32 division par 2 des récompenses, c'est prévu dans le code que les récompenses soient mises automatiquement à 0.
enfin, pour être plus exact, c'est il y aura des récompenses tant que le nombre de halving est inférieur à 32 dans le code. Question d'après. Quelle mouvance est à l'origine du développement de Bitcoin? Et franchement, je suis gentil avec vous, je vous dis de faire attention à l'orthographe. Tranquillement, et toi? Et ben moi, ça va super létal, en pleine forme, pour cette rentrée 2022. Et donc c'est bien les cypherpunks qui sont à l'origine de la mouvance, enfin à l'origine du développement de Bitcoin, et non pas les cyberpunk. Cyberpunk, c'est autre chose, c'est notamment un mouvement littéraire, aucun rapport du coup avec Bitcoin pour le coup. Allez, question d'après, c'est reparti. Alors, quel projet est associé à cette image? Oh, faut prévenir avant, j'étais sur le chat, désolé. Alors là, buzz l'éclair. C'est bien BitConnect. Et BitConnect, qui était justement une pyramide de Ponzi, qui a fini par exploser totalement. C'est en 2017 ou 2018 que ça explose? Enfin, que je veux dire que ça se casse la gueule. Je sais plus. Mais en tout cas... What's BitConnect? Voilà, donc cette personne-là qui a fait connaître, enfin qui s'est fait connaître avec BitConnect au moment où il a fait ça justement, le hey, what's up, mais BitConnect qui était bien une pyramide de Ponzi et qui a éclaté justement il y a quelques années. J'espère que vous êtes prêts, je relance. Alors, quand est-ce que les premiers bitcoins ont été minés? Décembre 2008, mars 2009, février 2009 ou janvier 2009? J'espère que vous aurez remarqué, pour que Lounès ait une chance d'avoir la bonne réponse, j'ai pas demandé de taper de taper la réponse entièrement. J'ai pensé à lui. Hop là. Et on sait que c'est pas avant, grâce au timestamp du titre du journal, exactement Lounès. Et donc du coup, pour être plus précis, la réponse était janvier 2009. C'est le 3 janvier 2009 exactement que les premiers bitcoins ont été minés. Quelle est la nationalité de Marc Karpeles? Est-ce que c'est la nationalité allemande, japonaise, française ou anglaise? Moi je dis que le quiz devrait être fait par Pigeon Voyageur pour être égalité. Yak. Après, est-ce que tu as fait un sans faute jusqu'ici, Yax? Si tu as fait un sans faute et que malgré tout, tu n'es pas sur le podium, ok, Yako joue. Donc Marc Karpeles, il est bien français. Je sais pas qui c'est. Eh ben, Marc Karpeles, cryptophile, c'est lui. Il est aussi connu sous le pseudonyme Magical Tux, si je ne me trompe pas, sur Internet, notamment sur Slack, sur Bitcoin Talk et ainsi de suite. Et donc, Marc Karpeles ou Magical Tux, c'est celui qui a monté MTGOX, l'exchange qui a fait faillite. Exactement, le gars de MTGOX, c'est Marc Karpeles. Et Cocorico, c'est un Français. Voilà. À quel moment t'es français, tu t'appelles Karpeles? Justement, je me suis dit que ça tromperait à Lounès. Et c'est pas une fierté, mais c'est un Français en tout cas qui a l'origine de MTGOX et qui était à la tête de MTGOX quand tout est implanté. Et donc du coup, il y a William qui parle d'un excellent bouquin. C'est J'ai vendu mon âme en Bitcoin. Qui est vraiment excellent pour le coup. Qui a été écrit par Jake Adelstein. Donc en fait, est un reporter japonais qui suit ça et qui justement parlait avec Karpeles lui-même de tout ça. On apprend notamment aussi que lors de la chute de MTGOX, on a Roger Ver qui est allé aider, qui allait se déplacer au Japon pour aller aider carrément Karpeles à faire le support client et ainsi de suite. Enfin, voilà. On apprend plein de petites anecdotes, on comprend un peu mieux le personnage de Karpeles. C'est un excellent bouquin que je recommande à tous et qui pour le coup il est tout petit. Là du coup je l'ai pas sous les yeux pour vous dire, mais il doit y avoir
Il y a moins de 200 pages, c'est sûr. Je suis même pas sûr qu'il y ait plus de 100 pages. Donc, voilà. Et donc voilà, donc oui, Marc Karpelès, aussi connu sous le nom de Magical Tux, qui est bien français, il est même bourguignon. Et je ne sais pas s'il y en a certains qui étaient présents au moment de l'affaire RS Crypto, que ça s'appelle. Une association française qui est partie avec des fonds, avec la caisse, qui venait justement du même endroit que Marc Karpelès. Et du coup, on se disait, bah mince, alors, en Bourgogne, on aime bien justement avoir des entrepreneurs qui partent avec la caisse à propos de Bitcoin. Même si Marc Karpelès, lui, il n'est pas vraiment parti avec la caisse, mais il a fait de la prison par rapport à tout ça. Tenez-vous prêts, on est parti. Question d'après. Alors, que s'est-il passé en août 2009 ? Bitcoin est concurrencé par Ethereum. Satoshi Nakamoto dévoile son identité. Un nombre anormalement bas de blocs sont minés. Ou Bitcoin franchit pour la première fois les $1. Donc en août 2009, on a un nombre anormalement bas de blocs qui sont minés. Aïe, j'avais prévenu, est-ce qu'il fallait réviser ? Et donc oui, on a bien un nombre anormalement bas de blocs qui sont minés du coup en août 2009. Si vous allez sur OXT, c'est un explorateur de transactions. Août 2009, Satoshi à la playa. Et donc en fait, en moyenne sur un mois, on est censé attendre 4464 blocs, parce qu'on a un bloc toutes les 10 minutes. Et en août 2009, on n'a que 1564 blocs qui ont été minés, ce qui est vraiment extrêmement bas par rapport à ce qu'on est censé avoir. Et donc, une des hypothèses, on n'a pas la réponse, hein, donc faut pas prendre ça comme acquis, mais une des hypothèses qui avait été faite à l'époque, c'était que Satoshi était le principal mineur, puisqu'on était en août 2009, donc peu de temps après le lancement du réseau. À ce moment-là, il était le principal mineur, et qu'il aurait mis off ses mineurs en août et septembre 2009, ce qui aurait correspondu à des vacances d'été. Et donc, voilà, c'est pour ça Satoshi à la playa. Mais surtout, on voit qu'en fait, à ce moment-là, donc c'est ici, là, sur ce graphique-là, vous pouvez voir en août 2009, on a vraiment un nombre anormalement bas de blocs qui sont minés. Donc voilà, sachant qu'après, on a été plus régulier. Là, vous voyez que c'est pas stable. Ça varie un peu, mais il n'y a rien de très anormal à ça. La règle des blocs toutes les 10 minutes, c'est pas écrit dans le protocole. Il n'y a pas écrit toutes les 10 minutes, il y a un bloc qui sort. C'est en fait, le protocole ajuste en permanence la difficulté pour faire en sorte que ça tombe à peu près toutes les 10 minutes. Mais par moment, ça va être plus rapide, par moment, ça va être plus lent. C'est normal qu'ici, vous ne voyez pas un nombre de blocs qui soit ultra stable de mois en mois. Mais on peut voir que là, c'était vraiment anormalement bas par rapport au reste. C'est parti, question d'après. Quelle année Bitcoin perdit sa première place au market cap avant de la retrouver assez rapidement ? En 2015, en 2014, aucune de ces années, ou en 2018 ? Bon, hein, et on va pas tergiverser très longtemps sur cette question-là. Hein. À aucun moment, Bitcoin n'a perdu sa première place au market cap. C'était clairement une question piège. Jamais c'est arrivé dans l'histoire de Bitcoin. On ne sait pas si ça arrivera un jour, peut-être. Mais en tout cas, c'est jamais arrivé. Allez, je relance. Question d'après, c'est parti. Vitalik Buterin a-t-il contribué à Bitcoin ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je suis encore en retard pour... Ok, Sina, il n'y a pas de souci, Volitus. Tiens, tu peux taper ça si tu veux pour nous rejoindre malgré tout. Question fourbe, ça. C'est une question fourbe. Ça fait partie de l'histoire de Bitcoin. Et donc, Vitalik a bien contribué à Bitcoin au tout début. Et... Ah, attendez, c'est qui le premier ? Je sais pas pourquoi le premier, il apparaît jamais. Ok, Loulou qui a décidé, c'est bon, on arrête les conneries. Voilà, c'est comme ça qu'on joue. Donc là, le premier, c'est Bezansi. Ok, je sais pas pourquoi les pseudos, ils s'affichent pas tout de suite. Et donc, en fait, au tout début, Vitalik Buterin a participé à Bitcoin. Et notamment, si je ne me trompe pas, il a participé avec Bitcoin Magazine. Voilà, il cofonde le Bitcoin Magazine en 2011. Et en fait, il va développer Ethereum après, suite à une mésentente avec l'équipe de développement de Bitcoin,
où justement ils n'avaient pas les mêmes directions, ils n'avaient pas envie de faire les mêmes choses. Vitalik Buterin avait déjà en tête le fait de vouloir rendre Bitcoin beaucoup plus programmable et de pouvoir de pouvoir tout programmer, ce qu'il fera avec Ethereum et les smart contracts. Mais du coup, avant de se lancer dans Ethereum, il a participé à Bitcoin, et c'est suite au fait que ça n'aille pas dans la direction que lui voulait, qui a fait qu'il a décidé de quitter Bitcoin pour lancer Ethereum en 2011. Mais il faut savoir qu'avant, du coup, il a bien, en effet, contribué à Bitcoin. Voilà. Mais c'est vrai que quand on se dit que Vitalik Buterin, c'est lui qui a cofondé le Bitcoin Magazine, on se le dirait pas comme ça. Donc voilà, ça fait partie de l'histoire de Bitcoin, et souvent, c'est une histoire qui est peu connue. Les gens, quand on parle de Vitalik Buterin, ils voient forcément Ethereum, ce qui est normal, puisque c'est sur ça qu'il est aujourd'hui. Mais il a quand même aidé à Bitcoin au tout début. Allez, c'est parti, question d'après. Quel documentaire français retrace l'histoire de l'inventeur de Bitcoin? En Bitcoin inconnu? Aux confins du nouvel or numérique? Bitcoin, origine d'un nouvel or? Ou le mystère Satoshi? Ceux qui étaient là au début du live, c'est pas trop compliqué normalement. En Bitcoin inconnu, t'as vu ça, mais je me suis bien amusé avec les noms. J'irai dormir chez Satoshi. Et donc c'est bien le mystère Satoshi qui est le documentaire français, qui est sorti en fin d'année dernière, que je vous recommande à tous, qui a été fait par Rémi Forté, et qui est vraiment excellent pour le coup, excellentissime. Donc je vous recommande d'aller le voir. Voilà. Le documentaire est top. Il a été publié sur Arte. Donc le mystère Satoshi, enquête sur l'inventeur du Bitcoin. Il a été publié sur Arte. Comme vous pouvez voir, il a plus d'1 500 000 vues. Il est vraiment super chouette. Voilà. Il dure 1 heure. Je vous le recommande. Il est vraiment excellentissime pour le coup. C'est parti, question d'après. Alors, quel exchange a fait faillite en 2014? Est-ce que c'est MTGOX dont on a parlé tout à l'heure? Est-ce que c'est Bitfinex? Est-ce que c'est TradeHill? Ou est-ce que c'est Bitcoin Nika? Et donc en 2014, plus précisément si je ne me trompe pas, c'est en février 2014, c'est bien MTGOX qui fait faillite. MTGOX avec à sa tête le fameux Marc Karpelès dont on a parlé tout à l'heure, qui est français. Bon, vous l'aviez tous globalement, hein, le MTGOX, donc on va passer rapidement là-dessus. Et question d'après, c'est parti. Alors, de quand date la première mining pool? Est-ce que c'est de 2009, 2010, 2012 ou 2011? Donc, mining pool, hein, on rappelle très très brièvement le principe, c'est des mineurs qui se mettent ensemble pour mettre en commun leurs chances de trouver un bloc. Et si jamais un mineur de la mining pool trouve le bloc et du coup touche la récompense, elle sera répartie entre toutes les participants de la mining pool. Et donc c'est en 2010 pour le coup. Hein. Ça arrive assez rapidement. Et d'ailleurs tout à l'heure on parlait d'un forum qui a fait vraiment l'histoire de Bitcoin. Et ben on y est. Hein. Là vous ne le voyez pas en entier, mais c'est bien sur Bitcoin Talk. Je vais vous le mettre dans le chat, le lien de ce post. C'est bien sur Bitcoin Talk qu'on a eu la slush pool Mine as One en novembre 2010. Donc voilà, c'est la première fois que justement ils se sont mis ensemble pour faire ça, ou en tout cas que ça a été publiquement montré. Et c'est parti, question d'après. Quel a été le premier bien physique payé avec des bitcoins? Ah, faut tout écrire, il faut savoir ce que c'est. Qu'est-ce qui a été acheté? Quel a été le premier bien physique, en tout cas qui a été reconnu comme tel, qui a été payé avec des bitcoins? Ananas Lover. Ah, ben oui, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec des coups de bitcoin là-dessus. Ça me donne faim, je dis ça, je dis rien. Ouais. En effet, c'est bien donc une pizza, le premier objet numérique qui a été reconnu comme étant acheté en bitcoin. 2 pizzas à 41 millions de dollars, il y a 8 ans, avait lieu le premier achat réel en bitcoin. Évidemment, elles n'ont pas été payées 41 millions de dollars, les pizzas, mais elles ont été payées pour
10 000 bitcoins unité. Et donc c'était Laszlo qui a payé ça. Et donc maintenant, le 22 mai, c'est une date pour Bitcoin où on a le Pizza Day, comme le disait Blabla justement dans le chat, où justement on se remémore cela. Bonne question, on sait s'il est au-delà le restaurateur. En fait, alors, pour être tout à fait exact, le restaurateur n'a pas pu hodl le LAT parce que le restaurateur n'a jamais vu la couleur de ses bitcoins. Pourquoi? En fait, c'est un poil imprécis de dire que les pizzas ont été achetées contre du bitcoin parce que les pizzas ont été achetées avec des dollars. Mais sur Bitcoin Talk, on en revient toujours à ce forum-là, Laszlo en fait un jour a dit « Moi j'aimerais recevoir 2 pizzas pour du bitcoin. Si quelqu'un me commande des pizzas à telle adresse, je lui envoie 10 000 ou 20 000 bitcoins en échange. » Donc en fait, il y a quelqu'un qui a appelé un livreur de pizza pour livrer des pizzas chez Laszlo, et Laszlo en échange a payé en bitcoin cette personne-là. Voilà. Donc du coup, si on veut vraiment être très très pointilleux, c'est plus un achat de service qui a été fait, parce qu'il a payé quelqu'un pour lui faire livrer une pizza plus que d'un bien. Mais voilà, donc le restaurateur en lui-même n'a jamais vu la couleur de ses bitcoins, il n'était pas au courant que c'était une pizza qui était livrée pour des bitcoins. Voilà. Chez Papa John's, ouais exactement, compte de Monte Cristo, crypto, c'est bien Papa John's, la marque de la pizza qu'il a reçue. Voilà. On est reparti. Question d'après. De quand date le premier exchange Bitcoin Fiat? 2009, 2011, 2010 ou 2012? « 2011 Premium. En 2011, il y avait Premium, en effet. Mais c'est pas Premium. Premium, si je me trompe pas, Lounès, pour être précis, c'est le plus vieil exchange encore en service aujourd'hui. C'est comme ça qu'il se démarque. Et je vais aller sur Web Archive pour le trouver, ce truc-là. Voilà, vous aviez Bitcoin Market. Bon, du coup, ça bug un peu, mais c'est normal. Hein, c'est du Web Archive, donc tout n'est pas encore... voilà. Comme vous pouvez le voir, Flash Player et Cleared, c'est... Voilà. Mais du coup, il y avait Bitcoin Market qui vous permettait justement de faire ça, qui est un premier échange qu'il y avait. Ils disent partout qu'ils sont les plus vieux. Ouais, bah en fait, ils sont les plus vieux encore existants pour le coup, Ness. La réponse était dans les réponses au poste de Laszlo. Ah ouais? Attends, Bitcoin Market. En effet, juste ici. Ou quelqu'un qui lui dit 10 000. Vous pourriez les vendre sur bitcoinmarket.com. Voilà. Donc Bitcoin Market, hein, qui était bien reconnu à cette époque-là, en 2010 du coup. Allez, c'est parti. Question d'après, on relance. Alors, combien de Bitcoin Satoshi Nakamoto a-t-il envoyé lors de la première transaction? Combien la personne qui a reçu, qui était au bout de la transaction, combien est-ce qu'elle a reçu de Bitcoin? Aujourd'hui, on a bien conscience que des montants comme ça, on n'est pas prêt de les revoir. Hein. Enfin, en tout cas, pas de manière banale. Merci beaucoup, Lounès, pour les 10 bits. Merci. Et tu nous fais une réplique de la première transaction, Lounès? Pas facile ces questions. Ah non, c'est l'histoire. En plus, histoire Bitcoin, hein, c'est pas forcément le plus simple. Hein, parce qu'on remonte jusqu'au début. Et donc, c'est bien 10, en effet. Allez, c'est parti. Question d'après. Combien de bitcoins par bloc étaient générés en 2014? Je vous laisse calculer rapidement. La question, il faut ça. Bah, je sais pas, il faudrait peut-être que je la reformule autrement, Yax. C'est pour ça qu'à l'oral, j'ai précisé aussi. Mais je suis d'accord qu'on pourrait la comprendre autrement. Et donc, c'est bien 25 bitcoins qui étaient produits par bloc en 2014. Alors du coup, pour savoir combien il y en avait, il fallait connaître les halvings. Au lancement de Bitcoin, on a 50 bitcoins par bloc qui étaient produits. Le 28 novembre 2012, on a eu le premier halving de Bitcoin qui est apparu. Et donc suite à ça, on a divisé par 2 les récompenses. Donc on était à 25 bitcoins par bloc. Et ça, ce 25 bitcoins par bloc, ça a duré de 2012 à 2016. Donc 2014, on était vraiment en plein milieu. Et donc c'était bien 25 bitcoins par bloc.
Donc là, aujourd'hui, là l'image n'est plus trop d'actualité, mais on a dépassé l'halving de mai 2020, puisqu'on est en 2022. Donc du coup, on est à 6,25 bitcoins par bloc, jusqu'en à peu près 2024, où on se divisera encore par 2. Voilà. Allez, c'est parti, question d'après. En 2016, qui prétend être Satoshi Nakamoto, tout en refusant de présenter des preuves pour étayer ses propos? Est-ce que c'est Craig Wright, aucun des 3 cités, John McAfee ou Elon Musk? Ça doit pas être une question trop compliquée pour le coup. Il refuse pas de présenter des preuves. Easy comme question. Mais normalement, Blabla, c'est rien en effet. C'est bien Craig Wright, hein. Son coursier était juste perdu. Exactement. Oh, une réponse en 85 secondes Blablat. Mais en fait, Blablat, il a la fibre. En 0,85 secondes. Blablat, il a la frise. La fibre. Mais oui, du coup, c'est bien un Craig Wright, hein, qui s'est autoproclamé Satoshi Nakamoto, à qui on a demandé de prouver qu'il était Satoshi Nakamoto, parce que c'est quand même allé jusqu'en justice, tout ça. Mais voilà, il l'a jamais montré, il l'a jamais prouvé. Il l'a juste affirmé. Donc voilà. Allez, c'est parti, question d'après. Qui Satoshi Nakamoto désigna comme son successeur au moment de son départ? Est-ce que c'est Gavin Andresen, Roger Ver, Adam Back ou Al Finney? Plus dur ça, un peu plus dur. Je suis pas vacciné, je suis encore qu'à la 3G, désolé Pfizer, c'est au moins. Yes. Donc c'est bien Gavin Andresen qui a été désigné par Satoshi Nakamoto comme son successeur au moment de son départ. Hop, voilà. Et donc, Satoshi publie son dernier message sur le forum Bitcoin Talk, toujours le même, qu'il a créé le 12 décembre 2010. Juste avant son départ, il met en place Gavin Andresen comme son successeur en lui donnant accès au projet SourceForge Bitcoin et une copie de la clé d'alerte qui permet de prévenir le réseau d'événements importants par la diffusion des messages à tous les clients Bitcoin. Voilà. Question d'après, c'est parti. Combien de fois le mot blockchain apparaît-il dans le white paper de Bitcoin? Entre 1 et 10 fois, entre 11 et 20 fois, plus de 21 fois ou 0 fois? Combien de fois Satoshi Nakamoto emploie-t-il le mot blockchain dans son white paper? C'est 0 fois. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, jamais Satoshi Nakamoto n'a utilisé le mot blockchain à aucun moment. Hop, on va juste afficher les petits pseudos. Ça ne fait pas partie du white paper. Il utilise une autre expression à l'arrière, si vous voulez, qui est c'est quoi, c'est timestamp server qu'il utilise? Ouais, voilà. À l'arrière, si vous voulez le terme qui s'en rapproche à peu près, timestamp server. Mais le mot blockchain n'est utilisé à aucun moment dans le white paper de Bitcoin. Je vous invite tous du coup à aller voir si vous le souhaitez. Et c'est parti, question d'après, je relance. Qui était connu comme Bitcoin Jésus? Et là, faut taper tout en lettres. C'est parti. Arrête, je ne te crois pas. Yes. Roger Ver, le Bitcoin Jésus, qui était connu sous le nom de Bitcoin Jésus. Et par curiosité, qui connaît son autre surnom du coup à Roger Ver aujourd'hui? De Bitcoin Jésus, il est devenu Bitcoin Judas, exactement, le Nesway. Et en fait, cryptophile, du coup, Roger Ver, on le surnommait Bitcoin Jésus, parce qu'il a donné énormément de son temps, et même de son argent, si je ne me trompe pas, pour démocratiser et évangéliser Bitcoin auprès du grand public, d'où son surnom de Bitcoin Jésus, qui s'est transformé une fois qu'il a rejoint Bitcoin Cash, le fork de Bitcoin. Du coup, on a arrêté de l'appeler Bitcoin Jésus, mais plutôt Bitcoin Judas pour le traître. Allez, c'est parti. Prochaine question.
comment appelle-t-on le premier bloc Bitcoin? Est-ce que c'est le Satoshi block, le Coinbase block, le Nakamoto block, le Genesis block? Comment il s'appelle le premier bloc qui a été miné sur Bitcoin? C'est bien le Genesis block. Et notamment tout à l'heure, on parlait de Craig Wright qui s'est autoproclamé Satoshi Nakamoto. Une des preuves qu'on peut lui demander, c'est notamment de nous signer une transaction avec justement la clé de ce premier bloc-là. Parce qu'on a bien 50 bitcoins qui n'ont jamais bougé. On sait qu'ils appartiennent à Satoshi Nakamoto, hein, puisque c'est lui qui a miné le premier bloc de Bitcoin. Donc voilà. Question d'après, c'est parti. En août 2020, quelle entreprise acheta du Bitcoin pour la première fois et pas la dernière? Est-ce que c'est MicroStrategy? Est-ce que c'est Coinbase, Tesla ou JP Morgan? Ah non, pas toutes, Bézantia. Acheter du Bitcoin pour la première fois en août 2020, c'est pas toutes. Et j'ai pas dit qui en a acheté en août 2020, j'ai dit qui a été en acheté pour la première fois. Et donc, c'est bien MicroStrategy avec. Je viens de perdre mon nom. Comment il s'appelle la personne à la tête de MicroStrategy là? Michael Saylor, évidemment. Ça, Bitcoin Treasuries, un site où on peut voir justement quelle entreprise a quoi en trésorerie. Et du coup, Coinbase, est-ce qu'ils en ont? Je crois que oui, Skyfan. Oui, Coinbase, ils ont pour. Voilà. Ils ont 4487 bitcoins Coinbase et ils détiennent du coup 0,021% de la market cap totale, enfin sur les 21 millions. Et MicroStrategy, eux, ils ont commencé en août 2020, mais ils se sont jamais arrêtés. Ils en ont racheté en permanence. Aujourd'hui, ils en ont plus de 120 000, ce qui représente quand même à eux seuls 0,6% de tous les bitcoins qui existeront à terme. Donc c'est quand même assez conséquent. Et le Salvador, alors le Salvador, je suis pas sûr qu'il soit écrit dans ce genre de truc. J'ai rien dit, il est écrit dedans. Et le Salvador, ils détiennent, d'après ce site-là, 1240 bitcoins. Hop, je vous mets un peu plus gros. Le Salvador, c'est ce signe-là. Donc voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que vous pouvez voir qu'on parle du Salvador, mais en fait, l'Ukraine. Alors, je sais pas d'où ça vient, je crois que ça vient de perquisitions et des choses comme ça. On estime qu'ils auraient 46 000 bitcoins en possession. Alors, indispensable sous dashboard. Bah, attendez, on va regarder ça ensemble. Je crois que ça ne me dit rien du tout. Ok, alors si ça, ce dashboard là, je l'ai déjà vu du coup. En effet. Mais après, c'est quoi que vous vouliez voir dans ce dashboard là? Parce que je l'utilise pas souvent par contre. Des corporate treasuries. Alors, hop. Ah oui, en effet. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est le montant total de Bitcoin détenu par des corporates. Ok. Donc là, on peut voir qu'on a déjà 1 660 000 Bitcoins qui sont détenus du coup par des corporates, ce qui représente 8,77% des Bitcoins. Les élus ont été autorisés à avoir des BTC en Ukraine, je crois. Ok, je n'avais pas besoin de ça. Allez, c'est parti. Question d'après. Quelle ONG a adopté Bitcoin pour continuer à recevoir des dons? Je précise tout de suite. Pour continuer, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus recevoir de dons et que c'était, entre guillemets, une solution de secours, Bitcoin. Wikileaks, Médecins sans frontières, WWF ou Action contre la faim. C'est bien Wikileaks. Désolé, Mess. Et donc, c'est bien Wikileaks. Et chose intéressante, ça n'a pas forcément été bien vu par Satoshi Nakamoto. Parce que, donc encore une fois sur Bitcoin Talk, Satoshi Nakamoto a écrit ça. Ça aurait été bien d'avoir donc de l'attention, mais dans un autre contexte. Wikileaks a mis un coup de pied dans la fourmilière
et enfin dans la ruche exactement ici, et l'essaim fonce droit sur nous. Donc du coup, pour être en fait Vitalik, Satoshi Nakamoto n'était pas sûr d'avoir envie de cette exposition-là de la part de Wikileaks, parce que du coup, à cette époque-là, donc on était en quoi? On était en 2011, Bitcoin était encore en train de se développer, et il avait peur que ça fasse une grosse pression sur le réseau. Oui, mais Wikileaks a fait ça parce que Visa, etc. n'acceptait plus. Oui, c'était en effet, c'était leur seul recours à Wikileaks à ce moment-là, parce qu'ils avaient un embargo économique, les réseaux du style Visa, Mastercard, même PayPal n'acceptaient plus de dons pour eux, ils étaient censurés, donc ils n'avaient pas d'autre choix. Allez, c'est parti, question d'après. Qui est le père de Hashcash? Et Hashcash qui a un lien quand même direct avec Bitcoin. Hein. Donc du coup, ça fait quand même partie de son histoire. Est-ce que c'est Adam Back, Satoshi Nakamoto, Philippe Zimmermann ou Nick Szabo? Et c'est bien Adam Back hein, qui est le père de Hashcash. Et Adam Back est toujours dans l'écosystème, avec notamment, il est à la tête de aujourd'hui Blockstream, une entreprise du coup sur Bitcoin. Allez, c'est parti, question d'après. Peut-être cryptophile. Ah, bon voilà, si vous avez écouté, c'est pas très compliqué. Pour combien de Bitcoin Laszlo Aniex, désolé pour son prénom, son nom, a-t-il payé 2 pizzas en 2010? Est-ce que c'est 1, 10 000, 1000 ou 10? Bon, on va pas s'éterniser très longtemps sur cette question-là. Hein. On y a répondu tout à l'heure. C'est bien 10 000 bitcoins pour 2 pizzas en 2010. Il n'y a pas de pause, on réenchaîne direct, donc repréparez-vous. Non, Yak, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a regardé et c'est bien 10 000 pour les deux. C'est ce qu'il a mis sur le forum. Combien de halving a connu Bitcoin jusqu'à aujourd'hui? Tapez le chiffre. Oh le débile, tu t'es tombé Sky? Oh, 0 pause. Non, j'ai prévenu qu'il y ait 0 pause sur celle-ci. On en a déjà pas mal parlé, donc il n'y avait pas de pause. J'ai prévenu en plus, Lounès. Tu peux pas me dire que je l'ai pas dit. Et donc, hein, c'est bien 3. Pourquoi 12? Non, c'est 3 la réponse. Ah, t'as répondu 10 ou 10 000. Ah oui, ok, je comprends, Sky. Non, c'est bien 3. Alors attendez, est-ce qu'il est encore ouvert? Je vois plein d'onglets de partout. Voilà. Hein, là, ici, on le voit. Premier halving, 28 novembre 2012. Deuxième halving, le 9 juillet 2016. Troisième halving qui a eu lieu en mai 2020. Oups. Et donc, du coup, on est bien après le troisième halving en ce moment. Donc voilà. C'était bien 3. Allez, c'est parti, question d'après. On y retourne. Quand fut enregistré le nom bitcoin.org? Est-ce que c'est en août 2008, en mars 2009, en mars 2008 ou en janvier 2009? Quand est-ce que le nom bitcoin.org a été enregistré? C'est en août 2008. Et voilà. Donc il a été enregistré par Satoshi Nakamoto. Et donc en fait, il a été enregistré en août 2008, mais il n'a pas été actif avant novembre de la même année. Il a mis du temps en fait à être utilisé par Satoshi Nakamoto. Mais voilà. Et donc le 18 août 2008, on a Satoshi Nakamoto qui réserve ce nom de domaine via Anonymous Speech, ce qui lui permet justement d'enregistrer un nom de domaine sous pseudonyme et donc de garder son anonymat par rapport à ça. Et donc, ce n'est que le 1er novembre 2008 qu'un premier contenu sera publié sur bitcoin.org, l'annonce de la version alpha de Bitcoin. Voilà. Allez, c'est parti, je relance. Quel message Satoshi Nakamoto a-t-il inclus dans le premier bloc du protocole Bitcoin? Un message personnel à l'encontre des banques, un article de journal, le white paper ou rien du tout? Non, Yax, ouais, c'est John Unchained qui a fait le bot de trading random. C'est game. Mais ce qui est sûr de lui. Et donc c'était bien un article de journal. Alors attendez,
Genesis block. Hop. Je sais pas où. Là, ici, je devrais le trouver là-dedans. Voilà, dedans, vous pouvez le voir. The Times, donc le 3 janvier 2009. Attendez, là, vous voyez rien sur l'écran, je me rends compte. Hop. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans le bloc. Et donc là, on peut voir à partir d'ici. Que c'est bien dans The Times. Et que c'est un article de journal. Et là, vous avez le titre de la une du Times de l'époque. Voilà. Et qui parle justement du fait que on va devoir remettre de l'argent dans l'économie à cause d'une faillite probable des banques. Voilà. C'était une très belle image pour le lancement de Bitcoin, pour le coup, d'avoir ça. En tout cas, nous avons nos 3 gagnants, Loulou, Lounès, Bezancia et William. Donc je vous invite, après le stream, envoyez-moi ça par MP sur Twitter dès que vous pouvez, un invoice du coup Bitcoin, 40 000 Satoshi pour Lounès, 30 000 Satoshi pour Bezancia, 20 000 Satoshi pour William. Et toi, Blablat, n'hésite pas à m'envoyer aussi un invoice de 10 000 Satoshi, parce que c'est toi qui as eu le meilleur temps. Tu remportes 10 000 Satoshi pour le coup. Hey everybody, my name is Carlos Matos and I am coming from New York City, New York. Let me tell you guys that I am so excited, I am so happy, I am really so thrilled to be right now sharing this amazing, glorious, super and exciting moment of my life with all of you guys. And let me tell you that we are really changing the world as we know it.